Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les élèves de toutes les options PC, SVT et Sciences Maths. Comme pour l'option PC, je vous présente dans cette vidéo tous les sujets sur le thème chute libre et chute dans un liquide ou bien avec frottement en utilisant la deuxième loi de Newton qui ont été proposés pour l'option Sciences Maths depuis pratiquement 2008 jusqu'à 2021. Donc, les sujets, vous pouvez les télécharger dans la description de la vidéo, essayez de les travailler et bien sûr, je vais vous donner la solution d'un certain nombre de ces sujets-là. Bien. Donc, voilà par exemple le sujet 2021, Sciences Maths. Le corrigé, il est déjà disponible sur la chaîne, mais moi, dans cette vidéo, je vais corriger un sujet qui me paraît très intéressant. C'est le sujet de 2020, parce que dans ce sujet, vous avez mouvement sur un plan incliné, avec frottement, sans frottement. Donc, on va appliquer la méthode d'Euler. Ensuite, vous avez une troisième partie qui est réservée essentiellement pour les sciences maths, mouvement d'une particule dans un champ électrique, mais ça peut être aussi une question d'un concours, parce que dans un concours, c'est ce type de question, elle est possible parce que ça ne demande aucune information sur le champ électrique. Vous appliquez juste la loi de Newton, vous connaissez l'expression des forces, donc il faut être capable d'appliquer les lois de Newton. Donc, en parlant des concours, bien sûr, je vous rappelle que j'organise une formation sur la préparation aux différents concours. Les élèves intéressés, bien sûr, peuvent me contacter par mail. Bien. Qu'est-ce qu'il nous dit ce sujet de 2020? Donc, on va étudier le mouvement d'un skieur. Donc, voilà, toujours d'un problème de mécanique très important. Quel est le système étudié? الجسم المدروس. Quelles sont les forces appliquées, القوى المطبقة, et quel est le repère dans lequel je vais faire la projection. أين on va faire الإسقاط. Voilà trois choses de base de mécanique. Donc, on va étudier le mouvement d'un skieur sur un plan incliné. Donc, le skieur glisse sur un angle alpha. Et notez bien les données. Alpha, c'est donné 45 degrés. On modélise le skieur et ses accessoires par un solide de masse M. La masse est donnée, 75 kg. Il faut le noter. Centre de gravité G. Quel est le repère d'étude? C'est le repère OIJ. Notez bien la direction. I, c'est vers le bas. J, donc ça c'est I. I, bon, ils sont inversés. Ça c'est I, ça c'est J. J vers le haut. À t égale à 0, les conditions initiales sont très importantes. Le skieur part sans vitesse initiale. Bidoni. سرعة بدئية V égale à 0. On prend l'accélération G égale à 10 et on néglige la poussée d'Archimède. Donc voilà, le mouvement va se faire en deux étapes. Mouvement du skieur sans frottement fluide. Donc le contact entre le plan incliné et le système se fait avec frottement. Donc faites attention ici, il n'y a pas de frottement de l'air, mais on suppose qu'il y a une force de frottement du plan incliné. Et la piste exerce sur les skieurs une force R ayant une composante tangentielle, même à ça, et une composante normale amoudienne. Lors du mouvement du skieur, T et N sont liés par la relation. T est égal à K fois N. K, c'est le coefficient de frottement. On va voir dans le schéma, il représente quoi. Mais notez cette relation. Donc, vous avez une relation entre T et N. T est égal à K fois N. Voilà les questions. En appliquant la deuxième loi de Newton, c'est vraiment un exercice très très pratique pour bien comprendre les lois de Newton. En appliquant la loi de Newton, exprimez l'accélération de G en fonction de G, alpha et le coefficient de frottement K. Ensuite, on vous donne une courbe V en fonction de T. On vous dit déterminer graphiquement l'accélération et dans la question 3, vérifier que K égale à 0,9. Je réponds d'abord à cette première partie parce que pratiquement les parties sont indépendantes. Bien. Voilà le système. Donc, toujours représenter correctement votre skieur, on va le représenter par le centre de gravité G. Donc, système étudié.
c'est quoi le système étudié? Le jism al-madrous, c'est le skieur. Quelles sont les forces appliquées? Il y a le poids, bien sûr. Le poids, c'est toujours vertical par rapport au plan. Hein, vertical, amoudi, ala sath, particule au plan. La réaction, on vous dit qu'il y a des frottements du plan incliné. Donc la réaction que je représente ici en rouge possède deux composantes. La composante tangentielle, même ça, toujours direction, la réaction s'oppose toujours au mouvement, le mouvement vers le bas, la réaction vers le haut. Donc voilà la composante tangentielle de la réaction et N, c'est la composante normale. Et vous avez une relation T est égal à donc vous avez tangente alpha, c'est T sur N, donc K est égal à T sur N, donc T est égal à K fois N. Ah voilà, je l'ai noté ici, T est égal à K fois N. Voilà, donc j'ai représenté les forces. Bien sûr, vous avez cet angle alpha qui est 45, c'est toujours l'angle entre le plan et la verticale. Cet angle aussi, c'est égal à alpha. Bon, c'est simple de le démontrer. Vous avez ici, vous prolongez le poids, vous avez ici 4 pi sur 2, vous avez ici pi sur 2 moins alpha, donc vous allez avoir ici alpha. Très bien. Donc ça, c'est important de bien noter que cet angle est égal à alpha. L'angle entre la verticale, la perpendiculaire au plan, et le poids, c'est toujours l'angle que fait le plan incliné avec l'horizontale. Ça, c'est l'angle alpha, ça, c'est l'angle alpha. Voilà le système étudié, on a représenté les forces. Deuxième point, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Une fois que vous avez défini les forces, vous les avez représentées correctement sur le schéma, on applique la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la deuxième loi de Newton? مجموع القوى المطبقة, c'est la masse fois l'accélération. La somme des forces est égale à m gamma. Après, il faut faire la projection, de la loi de Newton sur le repère d'étude. Le repère d'étude, c'est OX, OY. Donc, je fais la projection sur OX. Qu'est-ce que c'est que la projection? Le mouvement se fait sur OX. Donc, l'accélération, elle est suivant l'axe des X. Donc, l'accélération, sa projection, c'est A. D'accord? Quelle est la projection du poids sur l'axe des X? Donc, toujours un vecteur, sa composante, la projection sur X, c'est le côté opposé. Côté opposé, c'est sinus. Il est dans le sens de X, donc G sinus alpha. Toujours, quand vous faites la projection d'un vecteur, côté adjacent, c'est cosinus. Côté opposé, c'est sinus. Maintenant, est-ce qu'elle est dans le sens de l'axe ou bien dans le sens inverse? Il faut voir est-ce que c'est plus ou bien est-ce que c'est moins. Voilà le poids. Sur l'axe des X, c'est là, c'est côté opposé. Donc, G sinus alpha dans le sens de X, donc plus mg sinus alpha. La projection de T, elle est suivant l'axe des X, donc mais dans le sens opposé, moins T. Bien sûr, la projection de N, c'est 0. Pourquoi? Elle est perpendiculaire à l'axe des X. À l'axe des X. Donc, sa projection, c'est 0. Voilà, donc, je déduis à partir de cette relation, HG est égal à G sinus alpha moins T sur M. Même chose, je projette maintenant sur l'axe des Y. Quelle est la projection de l'accélération sur l'axe des Y? 0. Le mouvement ne se fait que sur l'axe des X. Donc, je vais avoir 0 égale, quelle est la projection du poids? C'est le côté adjacent. Le muhayyid, c'est G cosinus. Mais dans le sens opposé, c'est moins G cosinus, alpha. Bien sûr, multiplié par M. La projection de N, elle est sur l'axe des Y, c'est plus N. Donc, N est égal à mg cosinus alpha. J'utilise la relation T est égal à K fois N. Donc, je remplace ici T par K fois N. Et je remplace N sur M par G cosinus alpha. Et donc, je trouve AG est égal à G sinus alpha moins K fois G cosinus alpha. Je reprends. Donc, vous remplacez T ici par K fois N. Et puis, N sur M, c'est G cosinus alpha. Et voilà, je trouve l'expression de AG qui est égale à G sinus alpha, facteur de 1 moins K. Voilà pour la première question. Deuxième question, elle est très simple. On vous donne une courbe V en fonction de T et on vous demande de déterminer l'accélération. Et bien sûr, vous savez que l'accélération, c'est la pente de la courbe V en fonction de T. La courbe V en fonction de T. Parce que AG, c'est delta V sur delta T. Donc, je prends 2 points. Ici, c'est donné par exemple 0,7 et 1, le plus simple. Donc, mètres par seconde et 6 secondes. Donc,
Je vais faire aucune transformation. Donc, c'est 0,7 divisé par 1, donc c'est 0,7 mètres secondes moins 2. Question 3. Vérifiez que K égale à 0,9. Donc, pour voir si vos calculs sont corrects, ce type de question est important parce que ça va vous encourager à continuer ou bien revoir vos démonstrations. Bien, on va essayer de calculer K. Donc, on va utiliser, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que AG est égal à G sinus alpha facteur de 1 moins K. Donc, je vais déterminer 1 moins K est égal à AG sur G sinus alpha. Je connais AG, je connais G, c'est 10. Je connais alpha, c'est pi sur 4. Donc, je fais l'application numérique. 1 moins 0,7 multiplié par 10 fois racine de 2 sur 2 et vous allez trouver exactement 0,9. Voilà pour la première partie. Bon, revenons à la deuxième partie. Bien. Maintenant, deuxième partie. En plus des mêmes forces exercées sur la première partie, premier cas, le skieur est soumis cette fois-ci à une force supplémentaire qui est la force du vent. Frottement modélisé de l'air, elle est modélisée par F est égal à moins lambda V. Et on vous donne la valeur de lambda, c'est 5. Donc, c'est exactement la même étude que la première partie, sauf qu'il faut ajouter la force du frottement du vent, qui est égale à moins lambda fois V. Et donc, ça, c'est exactement le cas d'une bille qui chute dans un liquide. C'est la même chose. Toujours par application de la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit d de v sur d de t plus a, une constante a fois v, plus une constante p égale à 0. Avec la vitesse, c'est v suivant i. Bien sûr, le mouvement se fait suivant l'axe des x. La vitesse n'a pas de composante suivant l'axe des y. Hein? Déterminer, bien sûr, d'abord montrer cette relation, ensuite déterminer la vitesse limite, après, en utilisant le tableau suivant et la méthode d'Euler, déterminer la vitesse V2. Donc, on va voir comment on applique la méthode d'Euler. Le pas de calcul, c'est T2 moins T1, c'est delta T. Bien. Allons-y donc. Donc, c'est le même schéma que tout à l'heure. Donc, j'ai toujours le poids, j'ai la réaction, mais le système étudie bien sûr sur le skieur, il faut ajouter une force. Donc, c'est la même chose, j'ai toujours le poids, j'ai toujours la réaction qui est égale à T plus N, et j'ai une force de frottement qui est égale à moins lambda fois V. Donc, voilà le poids, voilà la réaction, et voilà la force de frottement. D'accord? Donc, vous avez trois forces, le poids, la réaction qui est égale à T plus N, et la force de frottement qui est égale à moins lambda fois V. Toujours appliquer la deuxième loi de Newton, somme des forces est égale à m gamma, projection sur OX, qu'est-ce qu'il va me donner OX? La m fois d de v sur d de t, parce que l'accélération, c'est uniquement a de x, et a de x, c'est d de v de x sur d de t, mais v de x, c'est la vitesse. Donc, on vous dit que la vitesse a une seule projection, c'est suivant l'axe des x. Donc, md de v sur d de t, la projection du poids, c'est toujours mg sinus alpha, moins t, il faut ajouter moins lambda fois v. Donc, v, c'est v suivant i. Donc, sa projection suivant l'axe des x, c'est moins lambda fois v. Et lambda, c'est 5. Donc, c'est moins 5 fois v. Donc, je trouve que d de v sur d de t, c'est g sinus alpha, moins t sur m, moins 5 sur m fois v. Quelle est la projection sur OY? Pas d'accélération, donc 0. Et moins mg cosinus alpha plus n, tout simplement parce que la force de frottement n'a pas de composante suivant l'axe des y. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. N est égal à mg cosinus alpha, qui est égal à t sur k. Donc, je remplace ici t par sa valeur, t sur m par sa valeur, c'est k g cosinus alpha. Voilà, je remplace, donc là, il suffit de remplacer ici t sur m, donc t sur m, c'est k fois g cosinus alpha. Voilà, k fois g cosinus alpha, moins 5 sur m fois v. Donc, je trouve que mg, donc vous avez d de v sur d de t, g sinus alpha, ou voilà, t sur m est égal à k g cosinus alpha, voilà, et j'oppose, donc voilà l'équation que je trouve, d de v sur d de t, plus une constante fois v, plus une autre constante égale à 0. Donc, il suffit d'opposer a est égal à 5 sur m, et b est égal à tout ça. Et tout ça, c'est une constante, parce que k, c'est une constante, c'est donné, g, c'est donné, alpha, c'est donné. Donc, on va faire l'application numérique. Donc, je retrouve l'équation qu'on me demande, d de v sur d de t, plus a
fois V plus B égale à 0. On va faire l'application numérique. A, c'est 5 sur M. B, c'est G cosinus alpha, facteur de K moins 1. K, on l'a déjà calculé, ou bien donné, G donné, alpha donné. Donc voilà, on remplace et on retrouve D de V sur D de T plus 0,066 fois V moins 0,707 égale à 0. Toujours utiliser les unités internationales. Très bien. Bien, vous voyez bien que l'unité de B, c'est l'unité de l'accélération. Hein? Si on vous demande c'est quoi l'unité de B, puisque D de V sur D de T plus B, donc l'unité de B, la dimension de B, c'est la dimension d'une accélération, donc mètres secondes moins 2. Par contre, A, c'est une vitesse moins 1. Donc, A, c'est pas, A, c'est 5 sur M. Donc, c'est normalement A sur V, c'est une accélération. Oui, V mètres par seconde, donc A, c'est seconde moins 1. Voilà, donc c'est seconde moins 1. Très bien. Donc, voilà, aussi, on peut vous demander la dimension de A. Donc, A fois V, c'est une accélération. Donc, V, A, c'est l'accélération divisée par la vitesse. Donc, la dimension d'une accélération sur la dimension d'une vitesse. Très bien. Ça, c'est des questions qu'on peut poser dans les concours aussi. Bien. Quelle est la vitesse limite? Bon, là, ça devient très simple. Pour la vitesse limite, ça veut dire V égale à une constante. Donc, D de V sur D de T égale à 0. Dans l'équation différentielle, il reste juste A fois la vitesse limite plus B égale à 0. Donc, la vitesse limite, c'est moins B sur A. Ah. Donc, là, vous revenez dans l'équation. Donc, voilà. Si V est égal à une constante, ce terme est égal à 0. Donc, V, ce terme est égal à 0. Donc, V est égal à moins B sur A. On connaît B, on connaît A. Donc, on peut déterminer la vitesse limite, c'est 10,7 mètres par seconde. Troisième question, de 2, la vitesse V2 par la méthode d'Euler. Donc, j'ai largement expliqué la méthode d'Euler dans la vidéo du cours. Voilà, on vous donne V1. Donc, à l'aide de la méthode d'Euler, vous allez déterminer A1. Connaissant V1 et A1, on peut déterminer V2. Connaissant V2, je peux déterminer A2 et ainsi de suite. Voilà, je commence par déterminer A1. Pour déterminer A1, il suffit de revenir sur l'équation ici, D de V sur D de T plus A fois V égale à B. Qu'est-ce que ça signifie cette relation? Ça veut dire que D de V sur D de T, c'est A1, est égal à 0,707 moins 0,066 fois V1. Donc cette équation permet de déterminer l'accélération si je connais la vitesse. La même chose, A2, ça sera 0,707 moins 0,066 fois V2. Donc, je connais V1. Cette relation permet de déterminer A1. Voilà, je fais l'application numérique. Je détermine A1. Il est égal à 0,29. Maintenant, je connais A1 et V1. Donc, je peux déterminer V2. Pourquoi? Là, j'utilise la relation, même relation, mais D de V sur D de T, je vais l'écrire V2 moins V1 sur delta T. Donc, V2, je donne à N1. Donc, V2 moins V1 sur delta T est égal à 0,707 moins 0,066 fois V1. Donc là, cette relation s'écrit. Donc, si je connais la vitesse à l'instant N et delta T, je peux déterminer la vitesse à l'instant N plus 1. Donc voilà, je connais V1, je remplace V1 par sa valeur et je détermine V2. Voilà, donc V2, c'est delta T. Delta T, bien sûr, c'est T2 moins T1 fois 0,707 et ainsi de suite, plus V1. Vous faites l'application numérique et vous allez trouver V2. Maintenant, si je connais V2, je peux déterminer A2. Je reviens à l'équation précédente. Voilà, je remplace ici V2 par sa valeur, je peux déterminer A2. Si je connais V2 et A2, je peux déterminer V3 par cette relation et ainsi de suite. Vous voyez, je peux déterminer la vitesse et l'accélération à tout instant. Voilà pour cette partie. Maintenant, on va passer à la troisième partie qui est réservée à l'application d'un champ électrique qui est uniquement dans le programme de sciences maths, mais ça peut être, comme je répète, une question de concours de médecine ou de l'ENSA ou de l'ENSA. Qu'est-ce qu'il nous dit cette partie-là? On vous dit mouvement d'une sphère chargée dans le champ de pesanteur et dans un champ électrique. Donc, ces mêmes études, les lois de Newton, soumises à deux forces. Voilà, je peux résumer l'exercice. دراسة جسم بتطبيق قوانين نيوتن sur lequel on va appliquer deux forces, une force qui sont données Q fois E et le poids. Donc voilà, on vous dit
Deux plaques métalliques verticales sont placées dans le vide à une distance d l'une de l'autre. Ces plaques, le but, c'est de créer une différence de potentiel I0 positif. Ça veut dire VA est supérieur à V de C. La longueur entre les plaques, c'est petit l. Entre les deux règne un champ électrique. Une petite sphère de masse M portant une charge positive, c'est ça ce qui est important. Le signe de la charge Q, il est positif. De toute façon, on peut le déduire à partir du sens du mouvement. Est abandonné sans vitesse initiale. Les conditions initiales sont très importantes. À l'instant T du point M0. Voilà M0. Là aussi, la position de M0 à T égale à 0, il faut bien les connaître. C'est D sur 2 et petit l. Voilà, de toute façon, on vous le dit dans la suite. Les coordonnées du point M0 sont D sur 2 et L. De toute façon, c'est clair sur le schéma. Entre les deux plaques, la sphère est soumise en plus de son poids à une force F est égale à Q fois E. Donc, il va être dans la direction du champ parce que la charge est positive. Donc, la charge va se déplacer de la plaque A vers la plaque C. Voilà les données L, petit d, Q sur M. Et on rappelle que E est égal à I0 sur D. Question, en appliquant la deuxième loi de Newton, établir les équations horaires x de t, y de t, de g en fonction de I0 et de t. Vous pouvez le faire même pour les options PC, même si on vous donne les forces, donc vous allez juste appliquer la deuxième loi de Newton. Déduire l'équation de la trajectoire. Pour une valeur déterminée de I0, la trajectoire du centre de G de la sphère passe par le point P. Voilà, c'est-à-dire le coin le plus haut de ce condensateur, par ce point. De toute façon, vous connaissez les coordonnées de ce point. Et à partir de ces données, montrez que la différence de potentiel entre A et C, c'est 8 kV. Question, exercice très simple, très intéressant pour ceux qui ont bien compris les lois de Newton. Bien, donc voilà le schéma. Donc voilà, je rappelle ici les données, hein, L, D, alpha, E. Équation de R, de horaire x de t. Pour déterminer les équations horaires, comme tout à l'heure, système étudié, les forces appliquées et la projection. Toujours la même chose. Système étudié, c'est la charge Q. Force appliquée, c'est bien sûr le poids et la force électrostatique. F est égal à Q fois E. On vous donne l'expression. Et vous voyez bien que cette force, elle est parallèle à E. Donc, il va être dirigé de A vers C. Deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m gamma. Et là, toujours dans les équations horaires, que ce soit parabolique ou mouvement d'une particule dans un champ électrique, dans un champ magnétique, même si on ne vous demande pas les conditions initiales, vous les notez avant de faire le résultat, avant de commencer le corriger. Pourquoi? Parce que les conditions initiales vont nous permettre de déterminer les constantes d'intégration. Donc, quelles sont les conditions initiales? C'est la position du point du solide à t égale à 0, c'est d sur 2 pour x. Donc, vous voyez bien, x c'est d sur 2. Les coordonnées de ce point, c'est x sur 2 et L. Et la vitesse, c'est v0x, c'est 0, et v0y, c'est 0. Donc, vitesse nulle. Et bien sûr, l'accélération g, et là, une seule composante, c'est 0 suivant x et moins g suivant l'axe des y. Y est orienté vers le haut. Faites attention à l'orientation des axes. Si y est vers le bas, ce sera plus g, puisque y vers le haut, c'est moins g. Voilà. Après, il suffit de faire la projection isqat, les canons Newton, sur l'axe des x et sur l'axe des y. Bien. Projetons sur l'axe OY. Donc, sur l'axe OY, vous voyez bien que la force électrique n'a pas de composante sur OY. Vous avez juste le poids. Et la projection du poids, c'est moins mg. Donc, MAY est égal à moins mg. Donc, AY, qui est d de V de Y sur d de T, c'est moins g. Pour trouver V de Y, on intègre. Donc, V de Y, c'est moins g fois T plus une constante. Pour déterminer la constante, on utilise les conditions initiales. À T égale à 0, VY égale à 0. Donc, la constante est égale à 0. 0 est égal à 0 plus C, donc c'est égal à 0. Je détermine V de Y, c'est quoi? C'est D de Y sur D de T. J'intègre, donc Y égale moins 1 demi GT carré plus une autre constante C'. Là aussi, puisque Y à T égale à 0, c'est L, c'est pas 0, faites attention. Donc, à T égale à 0, Y est égal à L, donc L est égal à 0 plus C, donc C est égal à L. Donc voilà l'équation Y de T et voilà l'équation
y de t pour le moment. C'est 1 moins 1 demi gt carré plus L. C'est comme le cas d'un chute libre, hein, exactement la même chose. Maintenant, sur y, sur l'axe OX, pardon, vous avez MAX, c'est Q fois E. Donc là, faites attention, l'accélération peut avoir deux composantes, AX et AY. Donc, AX est égal à quoi? C'est D de V de X sur D de T, c'est Q sur M fois E. Donc, je peux déterminer V de X en intégrant. Donc, V de X, c'est Q sur ME fois T plus une constante. Constante, condition initiale. T égale à 0, V de X égale à 0. Donc, C égale à 0. Pas de problème. V de X, c'est quoi? C'est D de X sur D de T. Donc, j'intègre. Donc, X est égal à 1 demi Q sur ME T carré plus une constante C'. À T égale à 0, X n'est pas 0, c'est D sur 2. Donc, C est égal à D sur 2. Et donc, je détermine X de T est égal à Q sur 2M E T carré plus D sur 2. Voilà les équations horaires. Si vous connaissez l'équation horaire, المعادلة الزمنية, pour déterminer la trajectoire, le masar, qu'est-ce qu'on fait? On élimine le temps. On élimine le temps entre X de T et Y de T. Voilà X de T, voilà Y de T. Donc, je cherche le temps ici, en fonction de X, et je le remplace ici, hein, pour déterminer l'équation de la trajectoire. Mu'adalat al-masar. Donc, je détermine T carré. Donc, T carré, c'est 2M fois vecteur de X moins D sur 2 sur Q fois E. Et je remplace T carré ici, dans l'expression de Y. Et vous voyez bien que Y, c'est moins MG sur QM facteur de X moins D. Voilà, plus L. Donc, c'est l'équation de quoi? C'est l'équation d'une droite. AX plus B. Mu'adalat li masar mustaqimi. Y égale AX plus B. Donc, c'est surprenant, hein? Vous attendez à une équation par trajectoire parabolique. Non, c'est l'équation d'une droite. Donc, voilà, entre M0 jusqu'à l'intérieur du condensateur, la charge va avoir une trajectoire linéaire. C'est une droite. Bien. Maintenant, pour vérifier vos calculs, on vous dit montrer que si la particule sort par le point P, I0, c'est 8 kV. Donc, si vous trouvez 8 kV, très bien, vous avez bien réussi votre examen. Si vous ne trouvez pas 8 kV, il ne faut pas se perdre, reprendre. Vous avez largement le temps pour chercher là où vous avez fait une erreur. Pour trouver I0, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on connaît I0, c'est en fonction de E. E, c'est I0 sur D. On vous dit le point P, la particule sort par le point P. Ça veut dire tout simplement les coordonnées de P vérifient l'équation de la trajectoire. Voilà. Quelles sont les coordonnées de P? Ce sont X, c'est D, Y, c'est quoi? C'est 0. Ah, les coordonnées إحداثيات نقطة P, c'est X, c'est D, Y, c'est 0. Donc, si je remplace ici X par D, je remplace Y par 0 et je vais trouver la relation de I0. Voilà. Je remplace X par 0, Y par 0, X par D, donc D moins D sur 2, c'est D sur 2. Ensuite, je remplace E par I0 sur D et je trouve l'expression de I0. Donc, c'est calcul facile. I0 est égal à D carré mg sur 2Q fois L. Vous remplacez D par sa valeur, M par sa valeur, G par sa valeur, M sur Q par sa valeur, on vous donne M sur Q sur M, on vous donne L. Très bien, on a trouvé exactement 8 10 puissance 3 volts, c'est-à-dire 8 kV. Donc voilà pour cet exercice que j'ai largement détaillé. J'espère que maintenant vous allez avoir plus de difficultés pour appliquer les lois de Newton. Il vous suffit juste à me laisser un petit commentaire. Bien sûr, partagez la vidéo avec vos amis et je vous souhaite très très bonne préparation, bon courage et à très bientôt.